merci à la foule incroyable qu'on a devant nous. Heureusement, on a vraiment les meilleurs qui sont là. Alors attendez, je vais donner un micro à Gilles pour qu'on puisse entendre ses conneries. Aujourd'hui, au forum, on va avoir la chance d'avoir 3 scénaristes avec nous. On n'a pas dit les meilleurs scénaristes. Alors, effectivement, les meilleurs, mais c'est les meilleurs publics. Applaudissez-vous, public. Donc on a le meilleur public et on a les meilleurs scénaristes avec nous. Applaudissez-vous, les scénaristes. Et surtout quand même, un peu d'auto-congratulation. Félicitations aux 3 meilleurs animateurs de forum de cette année, puisqu'on est les seuls. Merci. Alors donc bienvenue à vous à ce forum. Et moi je sens le gaz. C'est vrai qu'effectivement, mais scénariste ne se féminise pas. On a une dessinatrice, un dessinateur. Scénariste et dessinatrice. Bah oui, très bien. Alors j'en parle justement dans ma présentation. Donc autour de moi, des scénaristes et ou dessinateuristes. Autruche. Ah voilà, autruche ça marche aussi. Certains d'entre eux furent récompensés par le prix. Ah, ça coupe. Ça prend bien. Furent récompensés. Non, ça marche. Furent récompensés par le prix Jacques Loeb, qui a pour vocation de récompenser un scénariste pour l'ensemble de sa carrière. D'autres le prix Goscinny, qui récompense, j'ai oublié de démarrer le chrono, qui récompense un auteur pour la qualité de ses scénarios. D'autres encore le Grand Prix de la ville d'Angoulême, qui récompense généralement un auteur complet, c'est-à-dire un auteur ou une autrice, c'est-à-dire dessinateur et scénariste. Le forum va s'articuler en 6 parties. Oui, je sais, ça paraît hyper long comme ça, mais c'est sur 1 heure. On va commencer par vous présenter les scénaristes qui nous entourent. Ensuite, on parlera de leurs inspirations, du métier de scénariste, de la BD et du féminisme. Et ensuite, on vous laissera un petit créneau pour nous poser vos questions. Donc si vous en avez, et si vous avez des crayons avec vous, je vous invite à noter vos questions. On vous passera un micro pour pouvoir les poser à nos invités qui sont autour de moi. Et on terminera par un questionnaire de presque Proust qu'on a préparé avec Gilles et Benoît qui sont avec moi. Donc je nous présente quand même avant qu'on présente les scénaristes parce que sinon on va oublier. Gilles à ma droite. Bravo! On n'a rien fait. Donc vous êtes les meilleurs. C'est d'applaudir. À ma gauche, on a Benoît alias Blit. Et moi-même Clotilde. Bravo! Clotilde. Donc, je vais laisser la parole à Gilles qui va nous présenter Florence. Qui va nous présenter Florence Sestac qui est à ma gauche. C'est vrai. Je commence fort. Alors, Gilles, qui est Florence? Attention, j'ai tout écrit. On ne peut évidemment pas résumer la carrière incroyable de ce petit bout de femme qu'est Florence Sestac en 1 minute. Mais c'est pourtant ce que Clotilde m'a imposé ce matin vers 8 h, alors que je n'avais même pas attaqué ma bolée quotidienne de choc à pic au cidre. Alors attention, je dis petit bout de femme, c'est le plus grand respect. Attention, parce que Florence, c'est comme une légende. Et pas une fausse légende, une vraie. Elle a débuté dans la BD à une époque où le terme autrice n'avait pas encore été ressorti des placards, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la toxique masculinité l'avait remisé, avec la complicité d'ailleurs de l'Académie française, il l'avait remisé au placard. Petite parenthèse, le terme auctrice, figurez-vous, il a été dans un échange épistolaire en 1524. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un type qui s'appelle Guillaume Brissonnet, on s'en fout de lui, mais il adressait sa lettre à Marguerite de Valois-Angoulême. Comme quoi 1524, déjà, il y avait Angoulême là. Et puisqu'on parle d'Angougou, au lieu charentais de la BD depuis des décennies, et du Covid depuis mars dernier, signalons que c'est dès 1989 que Florence y a reçu son premier alphare. Parce qu'à l'époque, les fauves s'appelaient l'alphare. De l'humour pour les vieux copains pleins de pépins. La particularité de Florence, c'est qu'elle a ouvert en 1900 évidemment, la première librairie de BD parisienne avec Étienne Robial, ça s'appelait Futuropolis, et qu'ils ont ensuite créé les éditions du même nom. Fantastique éditeur du patrimoine mondial de la bande dessinée, et fantastique dénicheur de nouveaux talents. S'il n'y avait pas eu Futuro, il n'y aurait pas eu l'association et toute la nouvelle édition apparue après, à sa suite vers les années 90. Des années qu'elle a racontées dans la véritable histoire de Futuropolis. Merci donc à cette boucanière de choc. Mais Sestac, c'est aussi et surtout
une magnifique carrière d'autrice et dessinatrice. Elle a créé Harry Mixon, les déblocs et tout un aéropage de personnages. Elle a illustré comment faire de la BD sans passer pour un pied nickelé. Elle a bossé dans un tas de titres de presse. Arrivée vers la quarantaine, elle sort Le Démon de Midi. Je pense que vous avez entendu parler au moins de l'adaptation au cinéma ou théâtre, surtout théâtre qui était mieux. Une fantastique BD sur un sujet assez triste, puisqu'elle y racontait avec son humour habituel le compagnon qui quitte sa femme pour une plus jeune, ce qui nous valait ce magnifique sous-titre tiré de la sagesse populaire, Changement d'herbage, réjouit le veau. Qu'on place pas souvent, mais qui est très judicieux. Les veaux. Oh, pardon Florence. J'ai fait 2 tests ce matin. Porté au théâtre avec Michel Bernier donc pour l'incarner, puis au cinéma, Le Démon de Midi fait récolter en 97 à Florence son 2e Alphard. Et puis après, elle a eu le Grand Prix d'Angoulême en 2000. Quand même. Elle donnera 2 suites à ce titre, Le Démon d'après-midi et Le Démon du soir, qui suivent l'avancée en âge de son double de papier. Je vais accélérer parce que l'autrice, libraire, éditrice et j'en parle nous a donné plein d'albums drôles ou moins drôles pour les enfants comme pour les adultes, et l'élasticité de son dessin a ravi lecteurs et lectrices depuis des décennies. Voilà, amie de Claire Bretéché, depuis l'époque où on aurait pu réunir toute la BD féminine française en invitant juste ces deux-là, quelque part, Florence est aussi une combattante, une féministe convaincue, qui doit se réjouir de la place de plus en plus grande des femmes dans la BD, même si là, ça se voit pas trop, mais il y en a de plus en plus, et elles font beaucoup de choses. Elle a aussi profité de sa stature pour bousculer un peu le festival d'Angoulême, et s'intéresser de très près au sort de ses collègues auteurices. Bref, si on avait pu mélanger un peu d'ADN d'Olympe de Gouges et de Louise Michel pour donner une autrice de BD, bah, ça aurait donné quelque chose d'assez approchant de Madame Florence Sestac. Pour toutes ces raisons, une fois n'est pas coutume, je propose de saluer cette légende du 9e art par une petite standing Trégoroise ovation. Mesdames, messieurs, on se lève tous pour Florence. Donc c'était la présentation de Florence Sestac par Gilles. Voilà. Et du coup, parfait. Un petit commentaire, Florence? Parfait. Non, ça commence parfait. À part que c'était le bout de femme, et après ça s'est amélioré. À part que c'était l'Evo et pas le veau. Oui. Alors, à mon tour de présenter Wilfried Lupano qui est à ma droite. Donc Wilfried, un presque breton, puisqu'il est né à Nantes en 1971. C'était pas loin. 1971. Étudiant en section littéraire, en licence d'anglais plus précisément, il tombe dans la BD un peu par hasard, même si ses parents étaient semble-t-il des adeptes, car c'est suite à une rencontre dans un bar avec Roland Pignot et Fred Compois qu'il commence dans le scénario en développant en 2001 le personnage de Little Big Joe dans l'Amérique du 19e siècle. Vous le connaissez sûrement pour ses séries Les Vieux Fourneaux, qui reçut de nombreux prix et fut l'objet d'une adaptation notamment au cinéma, et Le Loup en slip, la série jeunesse dérivée des Vieux Fourneaux. Il a aussi écrit Le Singe de Hartlepool, un favori de Benoît, ainsi qu'un magnifique album muet, un favori de moi, qui s'intitule Un océan d'amour et dessiné par Grégory Panaccione, dans lequel il compte avec humour et poésie l'histoire d'un couple de Bretons séparés par les éléments, BD qui fut primée elle aussi à de nombreuses reprises. Je ne vais pas vous citer l'ensemble de ses contributions à la BD française, mais si vous ne le savez pas déjà, sachez qu'il est aussi le scénariste de La Bibliomule de Cordoue, qui est le sujet dans le cadre du festival BD de Perros-Guirec de cette année, d'une exposition à la Maison des Trauillero. En 2019, Wilfried Lupano se vit décerner par le ministère de la Culture une médaille du Chevalier des Arts et des Lettres, honneur qu'il a refusé par une longue lettre dans laquelle il a écrit au gouvernement comment accepter la moindre distinction de la part d'un gouvernement qui, en tout point, me fait honte. En 2021, bravo! On reconnaît les mélanchonistes de la salle. Est-ce que vous avez répondu le gouvernement? Y a-t-il une réponse? Non, non, bien sûr que non, parce que le ministre de la Culture à l'époque c'était un ectoplasme qui s'appelait Franck Riester, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il n'a servi à rien, il est juste passé, on l'a jamais revu, et probablement qu'il n'a jamais été au courant de ma lettre non plus. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait eu énormément de conséquences à tout ça. Ça m'a juste fait beaucoup de bien. En 2021, soit 20 ans après sa première publication, il reçut le prix Jacques Lob pour l'ensemble de son œuvre, le jury ayant apprécié non seulement la diversité de ses œuvres, mais aussi l'engagement duquel il a fait preuve, aussi bien sur le plan social qu'écologique. Contrairement à ses voisins de forum, Wilfried Lupano n'a pas, à ma
connaissance produit de BD en tant qu'auteur, comme Hervé Bourris se plaisait à nous le faire remarquer, pas plus tard qu'hier soir. Voilà. Et c'est donc la fin de ma présentation sur Wilfried Lupano, histoire de le tacler pour pouvoir avoir un petit droit de réponse tout à l'heure. Et je vous invite donc à l'applaudir à son tour. Ah oui. En faisant une petite roue, merci. La fameuse roue trégoroise. Faut que j'aille faire la vaisselle. Ah, merci Jean-Daniel. Eh bien, Et donc, je redonne la parole à Gilles pour la présentation Merci. de Hervé Bourris, qui se trouve à gauche de Florence. d'aucuns auront remarqué que Benoît fait pas grand-chose pour l'instant, mais il va se rattraper après, parce que toute la partie chorégraphie, c'est Benoît qui va la faire. Hervé Bourris. Quand en 1974, monsieur et madame Bourris ont déclaré leur nouveau-né à l'état civil, ils ont eu la facétieuse idée de ce prénom qui a scellé le destin de leur enfant, Hervé. Hervé Bourris. Non pas qu'Hervé, surtout à l'époque, fut un prénom tellement particulier, mais songez un instant aux initiales du bébé, HB. Et oui, comme les crayons de papier ou les mines de critérium, c'est évident. Souvenons-nous des listes scolaires où HB était toujours précisé. Le top du crayon de papier, c'était HB, car plus de H, c'était trop sec et presque invisible pour les yeux. Plus de H, c'était juste bien pour Woodstock. Mais plein de B, ça charbonnait les vêtements, souviens-toi, Benoît. HB, c'est l'idéal, pas de discussion possible. Fort de ce dessin tracé à l'avance, Hervé Bourris, on peut le dire, a su s'en montrer digne. Après une poignée d'années dans la presse informatique, ce fou de musique et de nouvelles technologies est entré en BD avec Thomas ou le retour du tabou, dans la très chouette collecte Tohu des humanoïdes associés, qui lui a valu le prix Goscinny. Il y a un exemple qui commence fort. S'en suivront une belle quantité d'albums où on retrouve sa passion pour l'humour, la musique rock, les geekeries informatiques et sa passion cinéphilique, avec toujours un arrière-plan social ou gentiment politique ou féministe. C'est aussi un gros bosseur et un excellent vulgarisateur qui sait toujours se montrer pédagogue et inventif pour transmettre des connaissances à travers ses albums. HB est aussi, bien évidemment, dessinateur et illustrateur. Il a réalisé seul les 2 premiers albums de la trilogie du Tekken, je crois qu'on en a un là, chez Casterman, qui lui a valu le prix Landerneau BD en 2014, album dont il était aussi coloriste. Prévert, Vian, le rock, Méluche, Trump, la typographie, Black Sabbath, la Maison Blanche, le Xerox Park et le projet Cyclope de Louis Pouzin, les DJ, les Ramones, les Vikings, la Guerre des Étoiles, les Beatles, cher Agent Solé, que nous recevrons demain avec son Julien de Fiston, si vous êtes là, n'hésitez pas à venir, ou prévenez d'autres gens, la BD, la French Pop, la 5ème République, les 45 tours rock, la liste des sujets abordés par Mr. Bourris Aucune cohérence. est énorme. Je me rends compte. Non, si, On est proche du délire. je crois qu'il y a des voyelles en commun en fait. Non mais c'est voilà, c'est une belle curiosité humaniste. En reconnaissance de ses énormes efforts, ce staccanoviste serein de la BD a reçu en 2010 le prix Jacques Loeb, comme Wilfried. Ajoutons pour terminer qu'il a aussi décidé seul un enterrement de vie de jeune fille dont il avait confié les couleurs à la talentueuse Isabelle Merlet. Hervé a tenu à faire celle de La Main Verte, un autre de ses albums. Tout cela serait-il arrivé si monsieur et madame Bourris l'avaient prénommé Bertrand ou Boris? Je ne crois pas. D'abord, les initiales l'auraient rapproché de Brigitte Bardot, dont ils ne partagent pas tout à fait les points de vue politiques, je crois. Mais ensuite, parce que bon, soyons sérieux 2 secondes, Boris, franchement, le physique un peu. Ouais. C'est vrai que c'est raser la moustache en même temps maintenant. Hervé, on te charge donc de remercier tes parents de notre part à toutes et tous, pour ce joli prénom et ces belles initiales. Et je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Métaphoriquement le micro à Benoît qui en a déjà un sur les genoux pour la Oui, première Benoît. question. Wake up Benoît, c'est à toi de bosser. bien fait, il y a des moyens. Merci. Ouais. Alors, on entre dans le dur. Est-ce que recevoir ou refuser les prix Goscinny ou Jacques Loeb, ou recevoir la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres, ou le Grand Prix d'Angoulême, change-t-il quelque chose à votre carrière, et si c'est important pour vous, au-delà de votre carrière? C'est ce qui veut. C'est toujours un petit peu difficile à mesurer ça. Moi, j'ai les prix reçus, j'ai du mal à voir ce que ça nous apporte véritablement. Surtout quand tu les reçois pour l'ensemble de ta carrière, c'est qu'a priori les gens que tu avais besoin de convaincre sont déjà un petit peu convaincus, à savoir les éditeurs, un certain nombre du public, etc. C'est souvent, t'as surtout envie, quand t'as un prix pour l'ensemble de ta carrière, d'aller faire un petit check-up médical quand même, parce que ça sent un petit peu le sapin, cette histoire.
D'avoir refusé la médaille de chevalier des arts et lettres, j'ai plutôt eu l'impression que ça m'avait rendu sympathique auprès d'énormément de gens, même si je l'ai fait vraiment sur le coup d'une colère du moment, parce que j'ai vraiment reçu ce prix au moment où le gouvernement était en train d'essayer de raser Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode sinistre où à la fois il venait de dire Notre-Dame-des-Landes, bravo parce que vous avez raison, on ne fera pas d'aéroport, mais on va quand même passer vous en mettre une petite derrière la nuque avant de partir. Et il venait d'y avoir des mains arrachées, des bordels comme ça. Et au même moment, on me dit, dis donc bravo, ce que tu fais c'est vraiment super, ça nous intéresse. Et je ne voyais pas comment concilier ces deux parties de moi. Donc j'ai répondu ça, mais de manière très spontanée, dans la journée en fait, quand j'ai reçu cette enveloppe. C'est très bizarre, on reçoit un courrier, on dit bravo, vous êtes, le ministre vous élève au rang de chevalier des arts et lettres. Alors, écoutez, merci, c'est qui déjà le ministre? Je vois pas du tout. Et voilà, et donc c'était pas vraiment un calcul, mais de fait j'ai eu l'impression que ça m'avait rendu un peu sympatoche. Et j'ai eu beaucoup d'insultes aussi, bien sûr. Ah ouais? Oui, sur les réseaux sociaux. Enfin, ouais, ça serait presque décevant si tu te faisais pas un peu défoncer. De toute façon, tu te fais défoncer même si tu dis que t'aimes pas les huîtres sur les réseaux sociaux. Donc, Mais on peut peut-être préciser juste que Notre-Dame-des-Landes, tu y avais été invité et t'étais passé à Notre-Dame-des-Landes le jour où Édouard Philippe a annoncé qu'en fait l'aéroport ne se ferait pas. Tu es bien renseigné. Non, on a bossé comme des fous. J'étais à Notre-Dame-des-Landes le jour où Édouard Philippe est venu annoncer au préfet, et avant de l'annoncer à la presse, que l'aéroport ne se ferait pas, que donc il allait y avoir un gros bordel dans les semaines à venir, et que ça allait être annoncé à la presse dans les jours qui suivaient. Et comme ils ont des sympathisants à Notre-Dame-des-Landes, à la mairie et à la préfecture, ils ont été prévenus par téléphone que Édouard Philippe était là, et il est venu en scred, il est venu comme ça, en loose day. Et donc nous, on a été informés sur place, sans savoir si c'était pas une connerie, parce que ça paraissait dingue. Enfin, c'était 30 ans de lutte, en fait. C'était 30 ans de lutte, et tout à coup, ça y est, ça tombait, on a gagné. Donc, je dis, t'étais dedans, quoi. Moi, je venais d'arriver, j'étais le type qui venait d'arriver. Mais donc voilà, c'était un moment un peu étonnant. Ouais. Mais peut-être qu'ils se sont dit, maintenant ils ont lu le panneau, on va arrêter. Ouais, je pense qu'on peut parler d'un effet du panneau. On peut raisonnablement parler d'un effet du panneau. Voilà. Alors, Florence, du coup, est-ce que ces prix ont eu un impact sur ta carrière? Est-ce que tu es content de les avoir reçus? Qu'est-ce que ça fait recevoir le Grand Prix de la ville d'Angoulême? Eh bien, le Grand Prix de la ville d'Angoulême, à l'époque, c'était les anciens Grands Prix qui choisissaient le suivant. Et donc j'ai été choisi par Bilal, Drouillet, Tardy, etc., toute la bande. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, reconnaissance de tes pairs. Surtout que je m'y attendais pas, j'étais à Paris et tout. On m'a dit viens vite à Angoulême, t'as le Grand Prix. J'ai dit oui, c'est ça, bien sûr. Et donc j'étais au marché en train d'acheter des poireaux et tout. J'ai vu sauter dans le train. Donc c'était vraiment sympathique et tout. Et puis pour revenir au ministère de la Culture, l'année 21, c'était l'année de la bande dessinée. Ils avaient décrété que c'était l'année de la bande dessinée, donc j'étais marraine avec 3 autres. Comme le féminisme, qui est la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà. Et après, ils ferment les librairies. Donc on a dit, nous, si vous fermez les librairies, on démissionne. Donc on a démissionné et on n'a jamais reçu quoi que ce soit du ministère de la Culture, alors qu'ils nous avaient nommés, et tout ça, et plus aucune nouvelle. D'accord. Voilà. Et j'ai entendu une rumeur ce midi qui en fait, semble-t-il, tu étais non pas la seconde, mais la première à recevoir ce prix, car le prix qu'avait reçu Bretéché n'était pas le Grand Prix de la ville d'Angoulême, mais plutôt une espèce de médaille en chocolat. Quand ils s'étaient rendu compte qu'il n'y avait aucune femme qui avait eu ce prix, ils lui ont donné un prix en disant genre bon voilà, c'est pas le Grand Prix de la ville d'Angoulême, mais presque. Oui, c'était le prix du 10e anniversaire. Voilà, et donc du coup en fait tu es finalement le premier Grand Prix féminin de la ville d'Angoulême. Oui, mais bon, j'estime que Claire le méritait tout autant, c'est pas une... Puis elle était avant nous, bien sûr. C'est pas un jugement de valeur, c'était une question parce que c'est vrai, j'ai entendu cette rumeur qui circulait à la table des bénévoles à midi. C'est vrai. Non, c'est vrai, voilà. Ok, Hervé? Recevoir des prix, c'est toujours recevoir de l'amour. Donc c'est super. Mais alors pour moi, le premier prix que j'ai eu, c'est le prix Goscinny pour mon premier livre.
il est évident que c'était un peu décisif. Et que j'ai. En fait, à l'époque, c'était pour un scénariste débutant, donc forcément, c'était moi ou un autre débutant. Hein. Donc, en l'occurrence, ça a été moi. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais, mais bon. Moi, ça a été décisif parce que je bossais encore dans un bureau. Quand j'ai appris ça, je connaissais pas du tout le milieu. Et là, j'ai rencontré tout le monde, donc ça a été décisif pour la suite, forcément. Quoi. Donc là, pour moi, oui, le prix Goscinny, c'est énorme. C'était un vrai tremplin, en fait, ah, bah, oui, la oui. carrière. Mais c'est pas pour ça que ça m'a donné le talent. Enfin, je veux dire par là que... Oui. Ah, non, mais alors, avoir un prix quand on débute, moi, je me disais, bah, c'est bon, maintenant, je suis arrivé. Quoi. Donc, et les 2 années suivantes, on m'a refusé des dizaines de projets. Quoi. Donc, il y a ce truc, ça n'a pas été si simple, ça n'a pas enchaîné après. Quoi. Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier, j'ai rencontré les bonnes personnes, mais après, j'ai bien galéré pour la suite. Et il m'a fallu des années avant de... C'est pas pour ça que j'étais un super auteur direct, mais bon, ça a été effectivement décisif pour moi. Et donc tu as un combat chez toi en fait, parce que le prix Goscinny... Non, c'est un druyet, moi. C'est un druyet, ouais, c'est un bronze de druyet. Et je l'avais ramené d'Angoulême, le truc il fait 20 kilos. Et c'est merveilleux, mais c'est vrai que mon train, j'avais... la roulette Et je suis même pas sûr. Je me rappelle que c'était très très lourd et très difficile à porter. Alors, on va passer sur la première partie, enfin la deuxième partie de nos questions, à savoir les inspirations qui vous portent dans vos rédactions de scénarios. Alors, on va commencer par Benoît, qui va à nouveau nous poser une question. Exactement. Wilfried Loupano, une fois, a déclaré « Je ne fais des bouquins historiques que si ça dit quelque chose sur aujourd'hui, et même si possible sur demain. Si c'est juste pour parler du passé, ça ne va concerner que les historiens. » Et un certain Hervé Bourris a rajouté « Raconter une histoire qui se passe dans le passé, c'est surtout pour parler d'aujourd'hui. C'est l'Internet. » C'est l'intérêt. J'ai mis mes lunettes. Non, mais en même temps, il parle beaucoup d'informatique, Hervé, c'est logique. Je me disais, je comprends de moins en moins ce que tu vois. Et donc, en fait, ça me rassure que tu n'aies jamais dit cette phrase. Moi, je m'en vais maintenant ou... Finalement, la question... je vais préciser un peu la question. Finalement, quel est le lien pour vous entre l'actualité et l'histoire? Pardon, je te sentais perdu, Benoît, excuse-moi. Parce que Clotilde n'avait pas marqué la question, on n'avait pas fini le truc en fait. C'était effectivement quel est le lien entre aujourd'hui la BD que vous pouvez faire qui est un peu historique et l'actualité d'aujourd'hui? C'est ça, Benoît? Benoît, t'as fait tomber tes feuilles, attention. Oui, non, mais c'est ça. Par exemple, dans Le Labo, un de mes derniers bouquins, qui se passe dans les années 70, et qui raconte comment la France aurait pu inventer Internet, les réseaux sociaux, le smartphone, tout ça. Donc je me suis documenté. Enfin, pour moi, c'est un peu des souvenirs, mais bon, c'est quand même un truc très précis, ancré dans le passé d'il y a 40-50 ans. Mais au final, je ne parle que d'aujourd'hui tout le temps. C'est juste les années 70, là, c'est un fil rouge, c'est un décorum, on va dire. Mais au final, je parle d'aujourd'hui. Je parle à la fois de l'emprise technologique sur nos vies, du féminisme, enfin de tous les sujets d'aujourd'hui. Donc, mais s'il n'y avait pas eu ce décorum, ces couleurs, ce dessin... Alors après, il y a un truc très, très intéressant avec ce livre, c'est que c'est Lucas Varela qui l'a dessiné, qui est argentin. Donc pour nous, c'est un livre qui se passe dans les années 70, et avec tout ce que ça comporte de souvenirs qui peuvent être légers avec les années Giscard. Pour Lucas, les années 70, c'était la dictature chez lui. Donc il a fait un bouquin de science-fiction en fait. Et il l'a dit. Alors, il connaissait des choses parce que les voitures sont les mêmes, il y a des Renault là-bas, tout ça. Mais à la fin, il a fini par me dire qu'il n'avait rien compris et que pour lui c'était un truc de science-fiction. Alors que moi c'était très ancré dans le passé, quoi. Donc ça c'était vachement intéressant. Voilà. Si je peux rajouter un tout petit commentaire sur le niveau Internet, la création d'Internet, on est quand même, je le rappelle, dans le bassin de Lannion, qui est le bassin dans lequel est née la DSL. Est-ce que tu en parles dans le labo ou pas du tout? Je ne l'ai pas lu, Jette. Je ne l'ai pas lu non plus. Donc. Ici, pour m'applaudir. Et tu appelles ça te documenter? Non, ça parle pas de la DSL, ça parle du TCP/IP. On peut parler du TCP/IP si tu veux. Le TCP/IP de Louis Cousin. Mais elle aurait été ravie de discuter du sujet avec toi, je pense. Ah ouais. Oui. Est-ce que juste on peut balancer sur Alain Min quand même
C'est la Minc, oui, Ouais, le rapport Minc en 1979-80, qui a conseillé au président Giscard de laisser tomber justement les travaux de Louis Pouzin qui avait inventé le réseau Cyclade, qui est la base de l'Internet en fait. Et il avait conseillé de privilégier le Minitel. Donc c'est comme ça que la France est passée à côté d'une découverte. Il a récidivé il n'y a pas très longtemps. Ah mais il aime bien ça lui. Il est incroyable. Il avait dit avec le début des médias sur Internet, quand tous les journaux ont été obligés d'avoir leur propre site Internet, etc., au début des années 2000, il avait dit de toutes les nouvelles formes médiatiques qui sont apparues sur Internet, de plus loin, la plus stupide, c'est celle qu'a créée Louis Plenel et qui s'appelle Mediapart, parce qu'il n'a pas compris que jamais les gens ne paieront pour avoir une information gratuite sur Internet. Et voilà, donc à la main, toujours cette vision, toujours le long terme. Et une autre stratégie. Et Mediapart a 200 000 abonnés aujourd'hui. Alors, je me permets de récupérer le micro parce que du coup, c'est hyper intéressant. Tu me paves la voie vers ma prochaine question, qui concerne, entre autres, Aux portes du palais, que Hervé, tu as rédigé avec la rédaction de Mediapart, et du coup, qui parle de la montée de l'extrême droite et de la possibilité de l'extrême droite au pouvoir, au palais de l'Élysée. Il parlait. Et voilà. Et du coup, en parlant de ce rapport entre la BD et l'actualité, est-ce que si tu avais dû rédiger un scénario dystopique sur 2020 à 2022, entre la pandémie, le confinement, la guerre mondiale, la montée en flèche de l'extrême droite, la fonte du glacier de l'apocalypse, est-ce que tu serais allé aussi loin? Ah mais moi j'avais tout prévu. En 2019 je savais tout ça. Non mais ça c'est un cas de figure. J'ai fait 50 bouquins je crois et ce livre c'est la première fois que je ne l'écris pas. Là pour le coup on a des scénaristes, c'est le sujet mais je ne suis pas scénariste de ce livre. Oui. Et effectivement c'est la rédaction, c'est à partir des enquêtes sur l'extrême droite de la rédaction de Mediapart que ce livre a été élaboré avec un scénariste qui bosse à la revue dessinée. C'est un peu compliqué, mais je n'ai fait que le dessiner. Et quelle est la question finalement? Est-ce que je t'avais prévu tout ça? Non. Est-ce que tu avais prévu tout ça? Non, mais l'été dernier, on savait bien, parce que ça fait longtemps qu'on a compris que l'extrême droite était très puissante en France. Et donc, au début, on devait parler que de Marine Le Pen et de ses casseroles, et donc de l'extrême droitisation du discours politique en France, quoi. Et au début c'était uniquement sur Marine Le Pen, et la petite difficulté qu'on a eu, le truc qui est arrivé l'été dernier, c'est Zemmour. Et donc il a fallu qu'on revoie notre copie, qu'on retravaille le truc, encore mieux, voilà, c'est ça, encore plus puissant. Et il a fallu changer la couverture et tout ça. Et travailler sur un sujet chaud comme ça d'actualité, c'est bien difficile, parce qu'il est fort possible quand le bouquin sorte qu'on soit passé à autre chose en fait, quoi. Là pour le coup non, ça va, c'est toujours d'actualité et ça sera longtemps. Et juste pour info, le plus agréable à dessiner c'est Zemmour ou Marine? Ça a été 3 mois de... Non mais j'en pouvais plus. J'ai dessiné que des connards pendant 3 mois, je vous jure que c'était un acte citoyen pour moi ce livre, hein. C'est un bouquin utile, mon gamin de 14 ans il l'a lu. Est-ce qu'il aurait lu un bouquin sur l'extrême droite sans images, tout ça, il l'aurait pas fait, quoi. Donc moi je me suis dit, ah bon, ça a servi à quelque chose. Après j'ai passé 3 mois, c'était horrible. Plus jamais. Benoît, je te... Pardon. Ils m'ont encore refilé une citation de Wilfrid Lupano. Pour moi, un auteur, c'est un peu quand même là pour foutre le bordel. On sert à bousculer les idées reçues, exciter les passions, qu'elles soient positives ou négatives. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Alors, une question pour les trois. Est-ce que vous écrivez pour déstabiliser le lecteur? Je propose qu'on commence par Florence. Pardon. Qui se laissait bercer par le flot de Benoît. Ben moi, je pense qu'on raconte bien que ce qu'on connaît bien, donc moi je raconte souvent des histoires qui m'entourent, voilà, et avec des gros nez autour, et je dénonce souvent plein de choses avec des personnages assez truculents, avec des gros nez rigolos, mais en même temps je fais passer beaucoup de messages, voilà, et toujours en faveur des femmes, quoi. Bah, des mondes midi, des mondes après-midi, tout ça, etc. Et le dernier, un papa, une maman, une famille formidable, voilà, contre le patriarcat, je pense que j'ai bien donné. J'ai bien donné. Voilà. Wilfrid ? Bah oui, enfin la plupart du temps... Est-ce que tu es d'accord avec ta phrase? C'est exactement la question que j'étais en train de me poser. Est-ce que je suis toujours d'accord avec cette phrase? Mais oui, en fait, d'une manière ou d'une autre,
on produit un bouquin, une peinture, un morceau de musique, etc. pour changer un peu le regard. C'est ce qu'on essaie de faire. Si c'est pour conforter les gens dans ce qu'ils pensent déjà, dans la société telle qu'elle va, etc., clairement, je vois pas en quoi on aurait besoin de nous, en fait. Donc ça me paraît être la base. Après, c'est une question de curseur, c'est une question de degré, à quel point, où on met le niveau du bordel. C'est ça, quoi. Parce que ça dépend des objectifs. Quand on fait... on peut aussi avoir des... On peut aussi... en fait, on essaie de jongler en permanence. La bande dessinée, on a un pacte avec les lecteurs depuis toujours, c'est dans l'histoire de la bande dessinée, on a un pacte de divertissement. C'est comme ça. On ne vient pas faire c'est pas un cours magistral, c'est pas un essai, c'est pas un cours de philo. On a un pacte de divertissement, un pacte tacite. Les gens achètent de la bande dessinée pour se marrer, se divertir, s'évader. Donc... D'ailleurs, le problème, c'est qu'en ce moment, il y a la bande dessinée du réel, dont je fais partie, non mais qui remet ça en question, et c'est très embêtant parce qu'on voit dans les meilleures ventes de bande dessinée actuellement, bon, il y a du manga à 70%, 60%, après il y a Riyad Satouf, et Bajur, et puis après il y a beaucoup de bandes dessinées, il y a toi aussi, d'accord. Il y a beaucoup de bandes dessinées du réel, quoi. T'as l'impression d'une espèce de switch, et les gens achètent moins de fiction, en fait. Et moi, ça me fait peur, en fait, ça me navre. Exactement. Tu ressens ça aussi? Oui, tout à fait. Et voilà, ce pacte, on le trahit à plus ou moins grande échelle à chaque fois. Chacun place son curseur où il veut, où il peut, en fonction du sujet qu'il a envie d'aborder, avec la tranche d'âge aussi qu'il veut aborder, etc. De se dire tout le temps entre je voudrais bien bousculer un peu les choses, changer un peu le regard des gens, mais ils sont aussi venus à moi pour se marrer, se divertir, s'évader. Et donc, en fait, avec tout ça, on fait notre petite cuisine interne, quoi, mais sans jamais savoir. Et en fait, aucun d'entre nous n'a jamais de recette et n'en aura jamais. Enfin, et c'est ça qui est chouette. Oui, mais enfin, du coup, ce que tu dis, c'est que le rôle d'artiste, finalement, est éminemment politique, et avec une notion pas d'éducation, mais d'informer. Et en fait, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans les vieux fourneaux, où tu fais vraiment, je trouve, un équilibre entre le côté comique et divertissant dont tu parlais, et aussi ce côté engagement politique, traité de sujet. Enfin, tu parles de Nauru, tu parles des mines en Guyane. Exactement. Il y a une vraie vocation écologique. Mais moi, je l'ai appris chez Goscinny, par exemple, ça. Et si au début de la carrière de Sarkozy à l'UMP, Fillon l'avait baptisé Caius Detritus, c'est pas pour rien. Il y a une histoire de tout ça derrière. Et tu vois la portée d'une œuvre populaire, une œuvre vraiment populaire qui est inscrite dans les gènes de chaque Français. Il n'y a pas un Français qui n'a pas lu Astérix, ça n'existe pas. Et ben, quand tu arrives à avoir identifié comme ça des personnages de telle sorte que même un type comme Fillon qui achète les mêmes chaussettes que le pape, etc., est capable de dire en voyant arriver Sarkozy, tiens, lui, c'est Caius Detritus. Et ben, c'est intéressant, parce que là, tu vois la force de la bande dessinée finalement à caractériser de manière très forte des problématiques, des individus, des trajectoires politiques, etc. Astérix est plein de trucs comme ça. Donc, moi, j'ai appris là-dedans. Ok. Il nous reste à entendre Hervé sur le sujet, si tu as quelque chose à rajouter, ou pas. C'était quoi la question déjà? Elle était vachement précise. C'est est-ce que tu écris pour déstabiliser le lecteur? Alors déjà, je n'écris pas pour le lecteur. Ah. Bah oui, enfin, la seule fois c'était pour le bouquin sur l'extrême droite que j'ai pas écrit. Là vraiment c'était à destination des gens pour faire passer un message. Mais moi j'écris pour moi en fait, vraiment. Et je fais en sorte, j'ai une technique pour que les gens ne soient pas perdus non plus, mais j'écris pour moi, lecteur. Par exemple, j'ai fait un bouquin sur les présidents américains. J'étais en vacances à Saint-Malo et je cherchais un bouquin qui résume le parcours de chaque président américain. Je suis allé voir un librairie, j'ai demandé, ça n'existe pas, ils ont cherché. Après, je suis allé chez moi à Bordeaux, on a cherché, il n'y avait pas un bouquin qui parlait de tous les présidents, même les plus obscurs du 19e siècle. Et comme lecteur, je voulais. Bah, je l'ai fait, du coup. Non, mais... C'est pas mal, effectivement, de te rendre compte qu'il y a un manque dans la programmation culturelle et de non, c'est beaucoup plus, je sais pas, dans la réflexion, là, il y a un manque éditorial, je vais le combler. Je pense juste à moi, et je pense que comme je suis lecteur aussi, si je suis content à la fin de mon travail, à la fois comme scénariste et comme lecteur, bah, j'espère que d'autres personnes vont aussi aimer, mais je pense vraiment pas.
au lecteur final, parce que sinon je pense que là c'est là que je commencerai à faire des... Je sais pas, avoir des systèmes, une mécanique... Enfin, c'est ça, des trucs qui fonctionnent à tous les coups et qui marchent à chaque fois. Donc moi je fais à chaque fois des bouquins pour moi, ou alors pour les copains aussi, ou pour ma famille, ou pour les enfants quand je faisais de la bande dessinée jeunesse comme Naguère les étoiles, tout ça, c'était pour que mes enfants se marrent, quoi. Donc c'est vraiment un truc en circuit fermé, quoi. Et si après les gens aiment, bah tant mieux. Alors, c'est pas pour faire la pub de notre émission de BD radiophonique qu'on fait le dimanche soir sur Radio Millennium, je dirais même plus. Mais en fait, on a eu cette conversation avec un jeune auteur, pas plus tard qu'avant-hier, qui est un jeune auteur qui est sur Instagram, qui s'appelle Transcripteur, et qui est qui a sorti sa campagne de financement participatif sur Ulule, où il écrit un livre sur sa transition, de son point de vue et de comment il s'est outé au travail par rapport à tout ça. Et en fait, quand on a discuté avec lui, il m'a dit mais j'ai rédigé ce livre parce qu'en fait c'était une ressource qui n'existait pas, et j'ai eu envie de l'écrire pour que d'autres gens qui sont dans la même situation que moi voient justement, aient ce support que moi je n'ai pas eu. Donc qui rejoignait exactement ce que tu disais. Benoît, je vais encore me tourner vers toi pour une autre question qui va concerner le cinéma. Si tu pouvais te concentrer cette fois. D'abord, ça n'a rien à voir, et ensuite, il n'y a pas de citation. Si, mais pas de Lupano. Il s'agit de la question des adaptations de la BD au cinéma ou au théâtre. Et selon l'adage, est-ce que adaptation est trahison ou pas? Ou pas. Oui. Ouais, Florence, pour le démon de midi. Moi j'ai laissé faire, j'ai vendu les droits et j'ai laissé faire parce que je pense qu'on peut pas être bon en tout. Moi je sais faire de la bande dessinée, je ne sais pas écrire une pièce de théâtre, je ne sais pas écrire un film. Et donc de toute façon l'album original il restera toujours, et puis après effectivement il faut accepter que ça soit déformé et tout ça. Et pour ma part, par exemple, le démon de midi, la pièce de théâtre était formidable. Ce qu'ils ont fait au cinéma, c'était beaucoup moins bon, quoi. Voilà. Mais chacun a le droit de choisir entre tout ça. Mais Michel Bernier, c'est une copine à toi? Non, au départ, je la connaissais pas. D'accord. Okay. Non. Wilfried, même question pour les vieux fourneaux, où si j'ai bien compris, tu as participé plutôt au scénario, toi, donc tu n'as pas juste vendu les droits. Ouais, moi j'ai participé au scénario, parce qu'on me l'a proposé aussi. Hein. Les producteurs ont... Moi aussi. Ouais, bon. Moi je me suis lancé, oui, moi je considère que c'est toujours une trahison qu'il faut être prêt à l'accepter, tout simplement parce que ça sera autre chose, de toute façon. On parlait de ça un peu avec Hervé tout à l'heure. La plupart du temps, il y a un malentendu au cinéma, et je pense dans le théâtre aussi. Quand ils lisent une bande dessinée, beaucoup des gens qui flashent sur une bande dessinée dans ces milieux-là et qui se disent je vais l'adapter. Pour eux, c'est une évidence qu'une fois qu'ils ont acheté le scénario, ils ont acheté cette bande dessinée. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, la plupart du temps, à quel point le dessin a participé à l'expérience qu'ils ont vécue. Et on le voit dans toutes les adaptations cinématographiques. Alors on pourrait parler des grands classiques, là, Bouléville, Gaston Lagaffe, etc. Mais ils partent du principe qu'à partir du moment où, par exemple, ils respectent un gag de Gaston Lagaffe, ça sera drôle, parce que dans la bande dessinée, c'était drôle, donc ça ne peut pas échouer. Il y a juste un tout petit détail, c'est que Franquin est un putain de génie du dessin, et qu'en fait, dans sa façon, ne serait-ce que dans sa façon dans laquelle... j'en sais rien moi, Prunel se lève de sa chaise et la façon dont sa chaise roulante part en tournant sur elle-même quand il est en colère, il y a déjà incroyablement plus de virtuosité que dans ce qu'est capable de produire un acteur lambda. Voilà. Et qu'en fait le comique, le rêve, le divertissement, tout ce dont on a parlé avant, vient de mille façons, autant bien par le dessin que par le scénario, mais la plupart du temps, les producteurs partent du principe qu'une fois qu'ils ont la main sur le scénario, c'est gagné parce qu'on va rigoler pareil. Grosse erreur. Mais pas que rigoler d'ailleurs, rêver, s'évader, je reprends les mêmes termes. Mais en tout cas, l'importance du dessin dans l'expérience de bande dessinée est en général sous-évaluée, mal comprise, et donc amène à des naufrages qu'on a tous en tête. Enfin, il y a énormément d'adaptations quand même qui sont pas
pas faux folle, quoi. Et alors voilà, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui l'acceptent, il y a des auteurs qui le vivent très mal, etc. Par contre, je pense qu'effectivement, comme dit Florence, à un moment donné, il faut accepter, et même moi en ayant fait le scénario, je fais le scénario, mais c'est ma limite. Un film, c'est aussi des acteurs, une réalisation, un montage, c'est plein de trucs que j'ai pas du tout maîtrisé. Avec le même scénario, on pouvait faire complètement un autre film. Donc ça aussi, c'est des étapes qu'il faut accepter de lâcher, quoi. Alors, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu disais pour le lien entre le dessin et le scénario avec Benoît, qui a une question sur ce sujet en bas de la page 4, qu'il a balancé par terre. On a sauté 2 pages. J'ai sauté 2 pages, mais parce qu'en fait, ce que tu disais sur le lien entre le dessin et le scénario, on a une question là-dessus, qui est une question de Benoît. Et que du coup, je me permets de sauter 2 pages à destination de cette question. Depuis tout à l'heure. Bah oui, j'en vois, ça sent, il en rêvait. Alors, nous n'imaginons pas certains albums sans leur dessinateur attitré. Par exemple, je pense au singe de Hartlepool, dessiné par Monsieur Moreau, ou Un océan d'amour avec Panaccione. Est-ce que vous choisissez un dessinateur pour un certain projet? Première question. Donc moi, à part ce livre sur l'extrême droite, j'écris toujours mes histoires et je les dessine ou pas. Donc je me rends compte en cours d'écriture si je suis le meilleur serviteur de l'histoire ou pas. Par exemple, j'ai pas un dessin qui colle avec le public jeunesse. Quand je fais un truc sur Boris Vian, j'ai un copain, un voisin qui s'appelle Christian Caillot, qui adore cette période, tout ça, qui dessinera les bagnoles vachement mieux que moi et les costumes comme il faut avec ou pour les Beatles avec Julien, je sais qu'il y a. Voilà, voilà. Et puis quand je le sens et que je sens que j'ai des capacités aussi, parce qu'il y a ça, il n'y a pas que l'envie, et si j'ai des capacités et que j'ai envie de partir à faire un marathon d'1 an, parce que c'est ça quand même à dessiner ce scénario, j'y vais, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je fais, en fonction du projet, effectivement. Moi, pas du tout. C'est même un peu l'inverse. L'exemple que tu donnes là, quand j'ai rencontré Jérémy Moreau, par exemple, il m'a demandé un scénario, parce qu'il était tout jeune dessinateur, frais, moulu des gobelins, tout ça, il faisait de l'anime à fond, il voulait faire sa première BD, et j'avais 2 scénarios complètement finis dans mon escarcelle, c'était Un océan d'amour et Le singe de Hartlepool. Et donc je lui ai envoyé les 2, je lui ai dit il y a ça. Et il a flashé sur Un océan d'amour tout de suite, mais il n'était pas d'accord avec ma fin, il voulait changer la fin. Et donc moi je lui ai dit, ben non, je ne vais pas changer ma fin pour telle et telle raison, on s'est bagarré, j'ai gagné, et donc il m'a dit, bah, puisque c'est ça, du coup, je pense que je pourrais plutôt me retrouver dans Le singe de Hartlepool. Et donc je lui ai dit, bah, complètement, let's go, et ça s'est lancé comme ça. Donc ça aurait très bien pu être l'inverse, Jérémy Moreau aurait pu dessiner Un océan d'amour. En fait, il y a un type de dessinateur. Ça, c'est une certitude. Tous les projets ne vont pas à tous les dessinateurs. Mais dans ce registre, il y a plein de dessinateurs et de dessinatrices qui peuvent parfaitement faire l'affaire. Personne n'est complètement unique. Et par contre, quand un dessinateur ou une dessinatrice va s'emparer d'un projet, il va en faire son projet. Et là, tout à coup, ça lui appartient pour 50%. Ça devient une évidence que c'est son projet. Enfin, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois. Donc une évidence a posteriori. Voilà, c'est ça. Peut-être juste demander à Florence, parce qu'elle c'est ce que j'allais dire. Florence, toi, travaillé qui du avec coup Pénac et Tolé, entre autres. Je t'en prie. C'est l'inverse. Ouais, non, c'est eux qui t'ont donné les scénarios. Non, parce qu'on est potes. Moi, je travaille avec mes potes. Alors, avec Tolé, on a raconté la vie de Charlie Schlingo. Ouais. L'album s'appelle Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. Magnifique. Parce que Jean Tolé et moi-même, on a bien connu Charlie Schlingo, on a toujours voulu faire le truc. Donc, voilà, on l'a fait. Avec Pénac, c'est son histoire d'enfance, l'histoire de ce couple qui habitait près de chez sa grand-mère. Magnifique histoire, donc j'ai envie de le dessiner. Tonino Biancosta, Des salopes et des anges, c'est sur l'avortement, et lui, il n'avait jamais entendu parler de ça, donc tout de suite,
il a voulu faire cet album, et puis Pétillon c'était sur les cathos, donc, et moi j'étais chez Bonne Sœur, lui chez les curés, on avait plein d'histoires à raconter, enfin voilà, c'est toujours des rencontres, du copinage et des histoires qui m'intéressent moi. Et moi j'ai jamais écrit de scénario pour d'autres dessinateurs. Du coup, Et ça te tente pas? Non, je crois que je l'aurais pas fait. Ah, voilà. du coup, Gilles, on va remonter d'une question. Donc, page 4, Page deuxième 4. question. Oui, parce qu'on pensait en fait aux projets qui n'ont pas vu le jour. Et tu disais tout à l'heure, Wilfried, que tu avais deux projets qui étaient prêts dans tes tiroirs, que tu as sortis comme ça. On se demandait et tout à l'heure tu parlais aussi, Hervé, de ces projets qui ont été refusés par les éditeurs. Vous en avez combien comme ça qui traînent au fond des tiroirs, qui sont jamais sortis, qui sortiront peut-être un jour Moi j'ai fait 50 bouquins, je pense. Heureusement qu'on en a refusé, parce que sinon je crois que c'est genre 25 qui ont été refusés quoi. Ah oui, oui. Et sur une année, tu t'en sors combien parce que, qui c'est qui disait qu'ils avaient 4 ou 5 par an C'était marqué dans la question que j'aurais dû poser. J'en ai sorti 5 l'an dernier, mais il y en a qui étaient prêts depuis longtemps. Il y a eu comme un embouteillage avec le Covid, tout ça, donc ça veut pas dire grand chose en fait. Moi je travaille en flux tendu depuis mes débuts il y a 20 ans, et après les choses arrivent à maturité, et après cette histoire de sortie n'a pas beaucoup de sens par rapport. Il y a des projets qui mettent 10 ans à... voilà. Donc je sais pas comment... Je ne sors pas 5 ou 3 bouquins par an, je sais pas comment... Je m'explique bien, hein. Oui, c'est clair. Très clair, limpide. J'ai bien dit que Eh bien, moi, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que c'est compliqué il y a des projets qui mettent énormément de temps à se faire, qu'on a écrit il y a très longtemps. Entre-temps, on écrit d'autres trucs, et puis au moment où le bouquin va sortir, on a l'impression là que nous, on a produit un bouquin tous les 3 mois. Mais c'est pas du tout comme ça que nous, on l'a vécu. Retour à Liverpool avec Julien Solé qui est à l'honneur ce week-end, ça a mis 5 ans. Il a mis 5 ans à le dessiner. Moi, c'est un exemple. D'accord. Et il y en a d'autres qui mettent 6 mois, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Plus ou moins rapide. Même chose avec la bibliomule de Cordoue. J'ai commencé à l'écrire en 2016. Et il est sorti en 2021, fin 2021, donc oui, ça fait 5 ans aussi, c'est ça. Et donc là, on me dit, dis donc, vous avez enchaîné après Blanc Autour, la bibliomule de Cordoue, la même année. Je dis, ben non, pour moi, c'est pas du tout la même année. Le dessinateur, il a mis 2 ans et demi à le dessiner. Donc en fait, moi, le scénario, je l'ai fini il y a plus de 3 ans. Je me rappelle même plus. Quand il sort, du coup, on le lit, on trouve super, c'est vachement bien. Il y a plein d'idées, vachement bien. Elle est vachement bien cette blague. Ok. Du coup, je vais enchaîner sur la partie suivante, qui est BD et féminisme. Parce que, alors en fait, je sais pas si vous le savez ou si vous l'avez vu dans le programme, mais en fait, le 3e invité de ce forum, à l'origine, n'était pas Florence Sestac, c'était Fabien Vellman, qui n'a pas pu venir. Et on l'a appris ça hier soir. Et en fait, quand on l'a appris... Pardon ? Cette nuit, voilà, oui. Et en fait, devant son absence, c'est Wilfried et Hervé qui ont proposé que ce soit une femme scénariste qui se joigne à nous sur cette estrade. Et je les en remercie parce que... c'est Hervé même. Moi j'ai des trucs à caisser. D'accord. C'est Hervé. C'est bien de rendre à Hervé ce qui est à Hervé. J'applaudis. Du coup, moi je suis hyper contente parce que j'étais censée être la seule femme sur le podium aujourd'hui et demain. Donc je ne suis pas seule et c'est très chouette. Super, et en fait, je voulais justement du coup en parler avec toi, Florence. La BD m'apparaît parfois comme un boys club. C'est assez ironique en fait d'en parler ici parce que donc Yveline n'est plus là mais elle était là tout à l'heure. Le festival de BD de Pérouse a été créé par 3 femmes. Et 3 auteurs. Et 3 auteurs, mais aussi 3 femmes, les dames de la côte. Et dans les invités de cette année, il y a 14 femmes sur 45 invités. Soit presque un tiers. Ça ne doit pas forcément arriver souvent d'avoir autant de femmes invitées dans le festival, et aussi au niveau du public, que je remarque qu'il est quand même à peu près à parité en face de nous. Du coup, est-ce que c'est juste mon impression, ce Boys Club, ou est-ce qu'en fait vous avez eu ce même sentiment que moi, et est-ce que c'est en cours d'évolution ? Oui, parce que moi, quand j'ai commencé, on était 3, 4, c'était encore pire que ça. Donc, moi, dans les festivals, souvent, je me retrouvais toute seule, bien des fois, quoi. Et donc, ça bouge, heureusement, ça bouge. Oui, voilà, la grande dame de la création de Pérouse Guérin.
Et non, mais heureusement ça bouge, il y a de plus en plus de femmes auteurs qui émergent et Dieu merci ça bouge quoi. Et du coup, j'ai entendu tout à l'heure parler de Pénélope Bagieux, je vais me permettre de reparler aussi, parce que donc, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Pénélope Bagieux a repris le petit bonhomme de Télérama, qui est devenu une petite bonne femme de Télérama. Ce qui a fait un peu polémique, mais finalement beaucoup moins que la reprise de Gaston Lagaffe. Du coup, est-ce que... Qu'est-ce qui ne fait pas polémique? Alors, oui, mais du coup, la polémique a moins enflé, j'ai trouvé, et est-ce que du coup le fait que finalement la féminisation du bonhomme de Télérama fasse moins polémique que la reprise de Gaston Lagaffe, c'est un signe des temps qui changent? J'étais même pas au courant de cette polémique. Gaston, oui, je suis au courant. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a forcément des gens, il y a pas forcément, j'ai vu des commentaires de gens outrés de dire c'est du fémini-washing de mettre une nana à la place du mec de Télérama. Voilà, merci Wilfried de te faire la voix. Et on s'en fout. Oui, alors vraiment, là, oui. Que dire? Par contre, on s'en fout. Moi, je voudrais par contre rappeler une petite anecdote qui est amusante à ce sujet. L'une des premières années où ça a vraiment gueulé à Angoulême sur le fait que dans les prix proposés pour le Grand Prix, il y avait 0 meuf, Oui. la ministre de la Culture était Fleur Pellerin à l'époque. Oui. Et donc, elle s'était empressée, croyant bien faire, d'élever au rang de chevalier des arts et lettres, une fois de plus, 6 jeunes meufs de la bande dessinée, qui de mémoire étaient Virginie Augustin, Chloé Cruchaudet, Aurélie Néret, il va m'en manquer, mais en gros cette génération qui à l'époque avait toutes fait peut-être 2 ou 3 albums, aucune d'entre elles ne se sentait légitime, et il y avait ce côté wagon, il y avait ce côté, allez on prend 6 meufs, bravo les filles, vous êtes toutes chevalières, et en fait elles ont toutes refusé, parce qu'elles ont bien senti que c'était un piège, et donc elles ont dit, en fait, merci, mais non, parce que Aurélie Néret venait de faire son premier album des Carnets de Cerises et elle se sentait pas du tout légitime de passer devant tout le monde comme ça et ça sentait vraiment le mouvement crapuleux et donc médiatique. Voilà. Et donc on a quand même souvent ce genre d'anecdote dans la bande dessinée, c'est assez fréquent. Gilles, du coup, tu avais une question en lien avec ça justement. Ça tombe bien, j'avais une question. Florence, donc, tu as été récompensée à Angoulême 3 fois, on l'a dit, tu étais une des premières, une pionnière. Ça suffit. Voilà. Et le Grand Prix d'Angoulême, cette année, a fait la part belle aux femmes, puisque les 3 finalistes étaient des femmes. Alors là, il y en avait 3, donc il y avait Julie Doucet qui l'a emporté, il y avait Catherine Meurice et Pénélope Bagieux. Est-ce que c'est que le métier se féminise? Est-ce que tu trouves qu'en tant que femme, il est plus difficile de gagner sa vie et d'être reconnue dans le monde de la BD? Même aujourd'hui? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est équitable. Non, c'est pas un problème, non. Moi, j'ai jamais eu de problème pour me faire éditer ou me faire publier et tout ça. Je sais pas pourquoi, voilà, mais j'en ai jamais souffert. Mais bon, 3 femmes, oui, c'est très bien, bravo. Et Julie Doucet, c'est bien, mais là, elle aurait dû l'avoir un peu depuis longtemps. Enfin, ça fait bien long, va venir quand même. Ça fait 20 ans qu'elle fait plus rien autour de la BD. Mais Angoulême, comme c'est les auteurs. Il y avait un côté très triste dans ce prix. C'est trop tard, quoi. Enfin, Alors voilà. Ça fait 30 ans qu'on la connaît. Et même en fait le fait que finalement on se retrouve avec 3 finalistes qui étaient des femmes, c'est dommage alors que presque tous les prix précédents c'était que des hommes et là d'un coup ça va on a 3 s'équilibrer. femmes. Moi je pense que c'est un phénomène. Ça s'explique très bien. Tu vois, en fait, c'est tous les auteurs qui votent. Pendant quelques années, il y a quelques années, tout le monde en avait marre chez les auteurs que, alors que c'était le festival soi-disant international de la bande dessinée, il n'y ait jamais un mangaka qui ait le prix. Donc, tous les auteurs se sont mis à voter que pour des mangakas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des mangakas, tu sais, dans les finales, parce que tout le monde voulait que on voit bien qu'on gagne un il y en prix. ait un qui ait le prix pour crédibiliser le festival. Une fois que ça a été fait, ils se sont dit, bon... Maintenant il faut une femme. Il faut qu'il y ait à nouveau une femme qui a un prix, etc. Parce que ça n'arrive jamais. Donc tout le monde s'est mis à voter. C'est ce qui explique que les 3 finalistes soient des femmes. C'est parce qu'au bout d'un moment, tu es bien obligé de forcer un peu la main pour que ça se produise. Et puis maintenant que ça vient d'avoir lieu, ça va s'apaiser un peu. Oui, ça va se lisser quoi. Mais effectivement, un peu tard, un peu N'importe comment, mais c'est comme ça que ça se passe. Et la révolution, ça se passe comme ça, et c'est Angoulême. Ça Angoulême, fait si son ça charme. Ok. Du coup,
je reste sur le thème du féminisme, mais au niveau de l'engagement féministe, est-ce qu'il passe aussi par la création de personnages féminins qui sortent des codes standards de la BD, de la blonde à gros seins, hein, pour ne pas la citer. Je pense notamment avec des flingues, ah oui, et avec la pose absolument impossible, là où on voit en même temps les seins et les fesses, qui est juste absolument incroyable. Et qui part au baston sur des talons aiguilles, oui. ce qui est une putain de prouesse. Ce qui est absolument incroyable. Y compris quand il neige, y compris dans la boue. Qui sont toujours à moitié à poil, mais avec un bouclier que sur les tétons. Ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça a l'air bien comme BD, c'est laquelle? Oh, j'en ai quelques exemples. Mais du coup, Wilfried, ton personnage de Sophie, qui sort complètement des codes, puisqu'elle est mère célibataire saltimbanque et qu'elle ouvre régulièrement sa gueule pour remettre les vieux à leur place dans des dialogues qui sont assez savoureux. Hervé, dans le labo, on voit l'émancipation de quasiment tous les personnages féminins, notamment suite à la disparition du père. Est-ce que c'est important pour l'un, l'autre et Florence de développer des personnages féminins réalistes et qui n'hésitent pas à se remonter les manches? Je vais commencer par Florence. Bah moi j'ai donné, hein, avec les démons, tout ça. Mon personnage principal s'appelle Noémie. Oui, je crois que j'ai bien donné. Hein. Donc, les garçons nous écoutent. Wilfried ? Bah, en fait, moi j'ai l'impression que Hervé et moi, comme on est de la même génération, on est une génération qui a été éduquée à ça. Ça ne vient pas de soi. Moi j'ai grandi dans une bande dessinée viriliste. Quand j'étais plus petit, je lisais Conan, les X-Men. Ma génération, les films, c'était Schwarzenegger, Stallone, tu vois, il y a une variété, une diversité incroyable. James Bond. Voilà. Ouais. Et donc en fait, nous on a été élevés là-dedans et c'est à la base une évidence que tous ces personnages féminins dits trophées, des personnages récompenses pour le héros, etc. C'est très facile de tomber là-dedans à l'écriture, mais sauf qu'entre-temps, on a été éduqués, on a écouté quoi, la société, les femmes autour, etc. Les mamans. Les mamans, bah c'est ça, moi j'ai été élevé par une maman seule. Voilà. Tout ça pèse, hein, tout ça finit par dire, mais attends, il y a d'autres trucs à raconter. Et donc en fait, moi j'ai essayé de sortir assez vite de ces codes-là, y compris avec des personnages masculins qui sont l'inverse de la virilité. Mes premiers personnages, c'est Alim Le Tanner, c'est une arbalète incapable de mettre une gifle. Célestin Gobe-la-Lune, c'est un personnage ultra efféminé. Mais aussi, bon, mon héroïne d'un océan d'amour, qui est une femme 5 fois plus grosse que son mari. Avec sa petite meuf. Voilà, bon, effectivement, le personnage de Sophie. En fait, on produit des personnages qu'on a reçus en fait en formation et voilà, on essaie de s'éduquer quand même un peu. Mais tu fais des choix aussi parce que on parlait de ton album, c'est Blanc autour. Je sais pas si on entend très bien. Oui, donc on a parlé tout à l'heure de Blanc autour, et en fait tu as déclaré que quand tu as commencé à travailler sur l'histoire des États-Unis et de l'abolitionnisme, tu avais trouvé des héros masculins, et après tu as trouvé cette histoire de... Bah, oui, exactement. Tu as fait un choix quand même. Bah, j'ai fait un choix parce que justement, mon projet de base c'était d'opposer deux héros de l'abolitionnisme, mais qui sont des gens connus, qui sont hyper sourcés, qui sont William Lloyd Garrison, qui était un blanc bourgeois hyper bien éduqué et qui a créé un journal abolitionniste en 1830, et Frédéric Douglass, qui était un noir esclave affranchi, qui a appris à lire et écrire tout seul, et qui était pour l'abolitionnisme, mais violent. Enfin, c'est-à-dire, en fait, il disait aux Noirs, on ne vous donnera jamais rien, il va falloir aller le chercher. Et en fait, les deux n'ont jamais réussi, ils s'estimaient énormément tous les deux, ils avaient le même objectif, mais pas le même moyen d'y arriver. L'un était pacifiste et voulait changer les mentalités, l'autre, il voulait foutre le feu au pays. Et je résume, mais en gros, mon premier projet, c'était de faire un bouquin sur ces deux mecs-là. Et en me renseignant sur ces deux mecs-là, je me rends compte qu'ils ont tous les deux soutenu une petite école du Connecticut, qui a été la toute première école en 1830, hein, donc 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, à accepter des jeunes filles noires. Et pour laquelle il y a eu un torrent de haine, vraiment une machine pour les tuer, hein, pour les détruire, pour les briser. Et je me rends compte que les deux sont allés soutenir sur place, ont écrit des articles, ont levé des fonds pour cette école.
Alors la première fois que j'en entends parler, c'est dans les bouquins sur l'un, puis j'en entends de nouveau parler sur les bouquins sur l'autre, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette école? Et je commence à me renseigner, et je me rends compte que cette histoire n'est pas du tout sourcée, mais même aux États-Unis. C'est-à-dire aux États-Unis, il existe 3 livres sur l'école de Prudence Crandall, dont un est un livre pour enfants. Et alors que sur les 2 autres, là, en question, il y a 1,20 m de littérature. Et donc, là aussi, il y a invisibilisation du combat des femmes, etc., etc. Je me dis, comment c'est possible que la toute première école, créée par une femme, qui était elle-même blanche, qui a accueilli des jeunes filles noires, qui étaient toutes mineures, qui sont venues là avec un courage incroyable, essayer de recevoir une éducation, alors que tout le monde autour veut les buter, et qu'on ne parle jamais de cette histoire. Donc, effectivement, là, je me suis dit, allez, les 2 gars, là, vous allez vous pousser 5 minutes, et on va parler de ce petit groupe de meufs, là, qui ont quand même mouillé le maillot, quoi. Et ben, effectivement, peut-être que quelques années avant, je serais resté sur mon sujet de base, et de mes deux abolitionaux warriors, ça aurait été hyper masculin, probablement. Ouais, c'est possible. Hervé, tu veux compléter? Alors moi, je viens d'une famille plutôt de droite traditionnelle, donc je sais pas pourquoi, mais je pense que tous mes livres mettent en valeur les femmes, je pense. Tous les mecs sont toujours nuls, et même le dernier sur l'extrême droite, c'est quand même une femme aussi qui est mise en avant. Bon, hélas, là, pour le coup, mais à part le Tekel, il y a quand même une histoire plutôt de mecs, années 70, genre les films de Joël Seria, tout ça. À part le Tekel, je pense que dans tous mes livres, les héroïnes sont des femmes, au fond. Ouvertement, ou comme dans Le Labo, où on découvre à la fin que peut-être aussi. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une espèce de tropisme depuis toujours. C'est peut-être grâce à ma femme qui m'a éduqué aussi. Donc, on le fait bien fort. Non, elle n'est pas d'accord. Mais bon, il écoute rien, en fait, il écoute pas, c'est ça? Il écoute pas, vous pouvez le dire. Hein. J'ai choisi parce qu'il était exceptionnel. Ah ouais, alors ça. Ouh là là, c'est beau. C'est ainsi qu'on va finir ce débat. Voilà, effectivement. Et alors, je te remercie parce que justement, c'est en fait l'heure de passer aux questions du public. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions qu'ils souhaitent poser à nos invités d'aujourd'hui? N'hésitez pas à lever la main. Voilà, super, je vois quelqu'un, je vais t'amener un micro. Bonjour, je voulais demander à Hervé, quand vous avez traité les présidents américains, quelle est la différence de traitement? Il y avait moins de meufs dans cette histoire, je suis d'accord, désolé. Comment vous avez traité ça pour que ça ne soit pas un livre d'illustration simplement sur la vie historique? À quel moment il y a un traitement BD par rapport à un traitement illustration pour que ce soit... Que ce soit pour ce livre-là ou mes autres petits livres, il y a des gens qui considèrent que c'est pas de la bande dessinée. C'est un débat. J'en sais rien. Pour moi, il y a des cases, il y a du dessin, il y a des bulles, il y a du texte, il y a une narration qui est plus chronologique que fictionnelle. Pour moi, c'est de la bande dessinée. Un peu un pas de côté, un peu bizarre. Donc je ne sais pas quoi vous répondre parce que je ne sais pas. Moi, j'ai une formation de graphiste à l'origine. Donc tout ça se mélange. Pour moi, la mise en page, la typographie, le dessin, le dialogue, bon. Donc je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si c'est une bande dessinée. Moi je pense que oui, et j'en ai déjà parlé avec mon éditeur chez Casterman, Benoît Mouchard, qui considère que non. Il publie quand même, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. La pitié, l'amitié, tous les trucs liés. Mais je sais pas quoi vous dire, je sais pas. Moi je pense que oui, mais... Et est-ce que quelqu'un... Excusez-moi, qu'est-ce que vous en pensez vous alors? C'est une BD? Je ne connais pas. Enfin, oui. Alors, faut le... non, mais vous le feuilletez, puis vous verrez par vous-même. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Alors, André Morvan a une question. André Morvan qui participe à l'émission de radio, je dirais même plus. Oui, je sais. Je l'ai animé Oui, donc automatiquement, si je participe à cette émission, c'est une question intelligente. Florence a dit tout à l'heure qu'on ne racontait bien et on ne dessinait bien que ce qu'on connaissait bien. Et dans Ginette, le livre le plus racoleur de Florence Estac,
il y a toute une page avec que des zizi. Oui, des bites. Vous êtes choqués? Alors, je crois que la question, si je peux me permettre de préciser la question d'André, puisqu'on en parlait en déjeunant tout à l'heure, la question était de savoir comment tu t'es renseigné sur les différentes formes, longueurs, couleurs. J'ai beaucoup vécu, j'ai un certain âge qui me permet de raconter tout ça, j'ai beaucoup bourlingué, beaucoup vécu. Le titre, c'est un déroulé du câble à Ginette, et ben, peut-être un petit peu, on nous raconte ça aujourd'hui. Je sais pas. Après, il y a des livres, il y a des films, il y a plein de documentation. Il paraît qu'une grande partie d'Internet est quand même constituée de documentation sur ce sujet. Ok, est-ce qu'on a une autre question dans le public? Très rigolo. Donc j'ai pas été choqué. Oui, t'as peur? Alors, une dernière question? Une petite question à l'auteur d'Un océan d'amour, qui est un livre que j'aime énormément. Y a-t-il une coïncidence entre votre ressemblance physique et le petit personnage qui est à l'intérieur avec 20 ans de plus? Excellente question. Il paraît, en fait, moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je crois que c'est ce fourbe de Banation qui m'a un peu, qui m'a un peu croqué là-dedans. Comme le personnage est tout petit, etc., il y a une partie de mon cerveau qui a dû refuser cette information, et en fait on me l'a fait remarquer quand le livre était fini, sinon je me serais évidemment opposé à tout ça, à cette félonie. Mais donc oui, je pense que c'est une blague de Panachon, et je crois que je lui ressemble de plus en plus en vieillissant, ce qui m'inquiète un peu. Et, du coup, est-ce que ta compagne est une bretonne qui fait des galettes? Non, elle était basque, je n'en ai plus actuellement, je lance un appel, je n'en ai plus. Actuellement, je n'en ai plus, mais à l'époque, elle était basque. Et c'est bien aussi. Non, c'est les Taloa là-bas, mais c'est des galettes. En fait, tous les peuples font des galettes en étant persuadés qu'ils sont les seuls à en faire. Vous avez déjà remarqué ça? Je dis pas, enfin les Bretons aussi, vous êtes sympas, mais en fait, tout le monde fait des galettes. À l'autre bout du monde, les Arabes, les Asiatiques, les Mexicains, tout le monde fait des trucs plats sur des pierres avec de la farine. Tout le monde. Donc arrêtez de vous la péter avec vos crêpes. Voilà. Alors, donc on va arrêter maintenant de laisser Wilfried parler parce que je voulais parler du cidre aussi maintenant. Stop, s'il vous plaît. Pas trop d'infos. Alors, parce que je voudrais quand même qu'il puisse faire quelques dédicaces et que les gens n'aillent pas le lyncher à coups de pâte à crêpes. Voilà, c'est ça. Donc on va l'arrêter maintenant. Et on va passer à la dernière partie de cet entretien, de ce forum, avec le questionnaire de Presque Proust. Alors, on a pour inspiration France Inter avec le parjus de Proust. Donc du coup, c'est des petites questions qui appellent des petites réponses très courtes. Brillant dans la répartie là. Ah ouais, c'est du tac au tac là. Les gars, vous êtes scénaristes, vous faites des blagues. C'est vrai que c'était pas mal d'arrêter au moment où on a dit qu'Hervé Coury c'était formidable. On fait pas de stand-up non plus. Florence est une femme, donc ça oui, va les aller. gars et femmes, j'ai rajouté après, pardon. Alors, première question du questionnaire de Presque Proust. Si vous ne deviez plus avoir accès qu'à un seul médium pour la culture, quel serait-il? Spectacle vivant, cinéma, musique, livre, BD? BD. Musique. Le bistrot. Ah, pas mal, pas mal. C'est le spectacle vivant, ça. Pas dans la liste. C'était pas C'est mal. vrai qu'on aurait pu mettre la gastronomie. Oui, pardon. Non, c'est pas... Quel album auriez-vous aimé avoir scénarisé de BD quoi? Oh. 3 O. Les collines noires, Lucky Luke, Maurice Goscinny. Ici même. De Foresta. Ouais, c'est tardé, ouais. Et le domaine des dieux, Astérix. Ah, ok, très belle réponse. Et quel auteur de BD, vivant ou mort, ou autrice évidemment, auriez-vous aimé rencontrer? Alors moi sans hésitation, Greg. Moi, Franquin. Goscinny. La production BD est désormais pléthorique avec environ 5000 albums par an, c'est difficile à suivre. Alors je vais vous demander à chacun quels albums des autres invités de ce forum vous avez aimé lire.
si vous en avez aimé ou si vous les avez tous détestés. N'hésitez pas à nous dire pourquoi. Je vais commencer moi. Non, vas-y, t'as l'air. Oui, alors pour Florence, moi j'ai adoré le bouquin sur Schlingo et celui sur Futuropolis. C'est les deux qui m'ont le plus plu. Pour Wilfried, Un océan d'amour. Voilà. Ok. Florence? Oui, Océan d'amour, beaucoup, et puis Les Vieux Fourneaux. Oui. Alors moi, je suis obligé de parler de Naguère des étoiles, car chez moi c'est absolument culte, car mes enfants trouvent que Hervé Bourris et Spicert sont vraiment des dieux absolus, et que franchement ce que je fais à côté ça n'a aucun intérêt. Ah, carrément. Ouais. Et donc mais je me vengerai. Mais j'adore le labo aussi, et je rejoins un peu les choix d'Hervé sur Florence, même si moi le démon de midi c'est quelque chose aussi que j'avais adoré. D'accord. Alors avec quelle dessinatrice, morte ou vivante, souhaiteriez-vous collaborer sur une BD, ou auriez-vous souhaité collaborer sur une BD? N'importe laquelle ou n'importe lequel. Ou scénariste du coup pour toi, Florence. Ouais. On est limite Larsen, pardon. Ouais, là. Ouais, je sais pas lequel c'est. Le micro, il fait pas tourner, Quoi? Le micro, il est Donc, ok, Florence, non. Wilfried, un dessinateur avec lequel c'est tu dur, aimerais- ça. Un dessinateur ou une Ah oui, dessinatrice? on n'a pas dit que ce serait facile. Il y en a tellement, et puis... Dodo, la Dodo du Benradi. Ah oui. C'est peut-être jouable. Comment s'en appelle la Dodo du Benradi? Benradi, excuse-moi. Non, moi je vais citer Pozla, parce que parce qu'on va bientôt le faire en plus, bosser ensemble. Donc normalement, en tout cas, c'est prévu, et ça me réjouit énormément, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie que ça se fasse. Okay. Comment il s'appelle son bouquin déjà sur son problème de santé Carnet de santé foireuse. C'est un chef-d'œuvre, C'est un chef-d'œuvre magnifique. absolu. Ouais. Moi, Jack Kirby, mais il est plus dispo. Et il reste une dernière question, le questionnaire de Presque Proust. Effectivement, on a comme tradition de finir nos entretiens dans notre émission, je dirais même plus. On demande toujours à les auteurs invités quel est le scoop. J'ai compris bien que tu avais effectivement. On leur demande toujours un scoop. Quel est votre prochain projet? C'est un album avec Albert Algou qui va s'appeler Le prof qui a sauvé sa vie. Oh, intriguant. C'est chez qui? Dargo. Hervé, ton prochain projet, le scoop? Alors moi j'ai un bouquin qui sort le mois prochain qui s'appelle Bouloche, sur le monde de la bande dessinée. Et sur les pulls. Sur les pulls. C'est comme ça que j'appelle les auteurs de bande dessinée. Pour les bouloches, ce sera toujours des pulls à bouloche. À marinière généralement. Et après j'ai un bouquin qui sort à la rentrée, une comédie autour de Malraux avec Tancrel et Bourgeron. Ok. La classe. Wilfried? Les prochains bouquins à sortir, c'est le tome 7 des Vieux Fourneaux, qui sort en novembre, qui s'appelle Chaud comme le climat, et le prochain tome du Loup en slip, qui est le tome 7 aussi, et qui s'appelle Le Loup en slip s'arrache. Okay. Et le pose là, c'est pour l'année prochaine? Ouais, et le pose là, normalement pour l'année d'après, je dois l'écrire cette année et il va le dessiner ensuite. Et il a rien fait en bande dessinée depuis ce carnet de santé? Non, parce qu'il travaille beaucoup dans le dessin animé, en dessin animé, oui. et que c'est très chronophage et tout ça. Il reste une dernière question qui est destinée à Hervé. Alors Hervé, cette question t'est destinée pourquoi? Parce que demain, nous recevons au forum donc, de 14h30 à 15h30 Julien et Jean Solé, et tu as collaboré avec Julien Solé sur Retour à Liverpool, qu'on voit demain. Donc, est-ce que tu as une question pour lui qu'on pourrait lui poser de ta part? Le truc, c'est que ça fait 2 jours que je suis avec lui. Toutes les questions, je vais les poser directement. Alors, on pourrait poser et qui pourrait intéresser la foule. Oui, j'entends. Idéalement. Parce que si c'est comment ça va, je pense que ça c'est bon. Pas en avoir. Non. Non, en fait, j'aurais bien des questions, mais c'est.
c'est vis-à-vis de son père, c'est des trucs un peu... Genre, est-ce qu'il a été pistonné et tout ça, quoi? Ouais, parce que ça, c'est quand même un doute depuis... Non, alors oui, si. C'est un livre qui est sorti en noir et blanc, parce qu'il y avait eu des tentatives de couleurs, et puis, enfin, pour moi, c'était fini, quoi. Je veux dire, il y a quand même une certaine densité. et voilà, bon, et ça a été une petite discussion virile avec notre éditeur pour que ça sorte en noir et blanc. C'est pas si simple aujourd'hui, ils veulent pas. Et est-ce que c'est un regret chez Julien qu'il n'y ait pas de couleur, parce que il a accepté que ça sorte en noir et blanc, mais finalement il a un peu laissé tomber le débat. Peut-être qu'il était content qu'il n'y ait pas de couleur, peut-être qu'il voulait. Ça c'est une question qu'on peut lui poser. Est-ce qu'il aurait voulu de la couleur? Et je pense qu'à un moment, alors peut-être, probablement que oui, parce qu'il parlait d'une édition peut-être arrangée au plus grand format en couleur. On n'en a pas reparlé de ça. Donc est-ce que il a toujours envie de ça? Et vous me tenez au courant, parce que ouais, ça pas peut... de problème. Ça marche. Tu veux savoir s'il t'en veut, en fait? Ou s'il veut rebosser avec lui. Ça, c'est des questions qu'il ne faut pas lui poser. Ah, c'est ça, d'accord. Ça marche. Et ben merci beaucoup, on lui posera demain. Et puis, Hervé, si jamais tu veux venir dans le... Oh non, Damien! Oui, non, c'est juste pour te couper tes shit. Dans l'édition anglaise, ce sera en couleur parce que les Anglais veulent une édition couleur. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, les Anglais souhaitent une édition couleur et du coup, l'édition anglaise sera en couleur. Merci, Damien, pour ce commentaire. comment. Le Brexit, donc ils n'ont rien à dire, non? Et ben du coup, donc merci pour cette question qu'on posera à Boris demain, à Julien demain, Julien Solé. N'hésitez pas à revenir du coup pour le forum de demain pour avoir la réponse à cette question. Et Hervé, je t'invite à être dans le public demain entre 14h30 et 15h30 dans cette tente pour écouter la réponse de Julien. J'habite Bordeaux. Et bah tant pis pour toi. Il me reste plus qu'à vous remercier, le public est absolument formidable. Félicitez-vous. Et aussi, quand même, parce que vous avez été formidables, mais nos invités aussi. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Florence, Wilfried et Hervé. Et puis je vais remercier mes co-forumistes, mes copilotes, on va dire. C'est les personnes qui ont posé des questions. C'était hyper intéressant. Merci à tous et bon festival. Voilà, merci. Je vais à peine déplacer.